Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du sel de la vie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Sandrine? Eh bien, j'ai 46 ans, je suis infirmière, je suis maman de 2 enfants, un garçon de 20 ans et un petit garçon aussi de 12 ans. D'accord. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire de vie? Alors, mon histoire de vie, on va commencer, je suis issue d'une fratrie de 5 enfants. Voilà, donc 4 enfants issus d'une première union et moi d'une seconde union. Le fait que ça soit deux fratries distinctes et que tu étais la seule finalement D'une deuxième union, oui. Ça a généré quelque chose de... Ça a généré beaucoup de jalousie et beaucoup de méchanceté à mon égard. Donc tu as une enfance donc chaotique. Chaotique, avec des parents qui se disputent constamment, avec un papa alcoolique et très violent, et une maman très violente verbalement et très castratrice. Voilà. D'accord. Alors quand tu as finalement pris ton envol, donc que tu as pu partir de chez toi, donc là, la seule chose qui finalement t'appartenait encore, c'était ton corps, vu que tu devais faire tout ce qu'on te disait, Oui. et ta façon de t'approprier ton corps, ça a commencé par le tatouage. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, oui. Donc du coup, toutes ces... Voilà, en fait, ça a été le plus difficile dans ton parcours, a été finalement de trouver ta vraie place, qui tu étais vraiment, vu qu'on t'avait enfermé un peu dans une case de tu devais être ceci, tu devais être cela. Est-ce que tu as... Quelles ressources tu as utilisées pour te sortir de ça, pour retrouver qui tu étais toi? Des thérapeutes, j'en ai rencontré, parce que alors, dans cette fratrie, j'ai perdu un frère à l'âge de 35 ans d'un accident de moto qui est décédé. Donc lui, il a eu aussi un parcours un peu atypique. Donc à mes 12 ans, mon frère a été incarcéré pour 14 ans de prison. Voilà, donc ça a été très violent parce que pour moi, il représentait le modèle, c'était mon grand frère donc dans la fratrie, et puis il représentait le père absent. Donc en fait, une deuxième fois, j'ai perdu ce pilier. Donc le premier pilier, mon père à 6 ans a disparu de la circulation. À 12 ans, le jour de mes 12 ans, mon frère disparaît de la circulation. Et ensuite, il a fallu grandir avec tous ces non-dits, parce qu'on est resté dans des non-dits, de toute façon. On est resté dans des sujets tabous qu'il ne fallait pas parler à la maison. Donc à la suite de ça, après, quand il est sorti de prison parce qu'il avait un cancer, c'est dramatique, mais bon, mais il faut grandir avec tout ça. Donc il s'en est sorti, et puis là, il passe son permis moto et il se fait tuer sur le coup d'un accident de moto à l'âge de 35 ans. Donc 3 jours après mon diplôme d'infirmière. Voilà. Donc on avait envie de faire des choses en commun. La vie ne nous en a pas permis de faire ça. Et pareil, fallait pas parler du décès. Malheureusement, le jour où il est décédé, j'avais rendez-vous avec mon frère chez lui et il n'est jamais arrivé. Et j'ai été la source, une fois de plus, de la culpabilité de toute la famille, qu'il a dû se dépêcher sur la route parce que j'avais rendez-vous avec lui à la maison. Donc il a fallu que je porte ce poids-là en étant à peu près responsable. Mais après, j'ai appris que je n'étais pas responsable de toute façon, mais j'ai entendu plusieurs fois, mais Satan s'est dépêché de ta faute parce qu'il savait que vous aviez rendez-vous à la maison et tu sais très bien qu'il voulait toujours être à l'heure et tout. Au bout de 8 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la première séparation avec le père de mon premier enfant, avec le père de Yanis. Et puis, il s'avère qu'une rupture sentimentale, et là, tu as tout qui remonte comme une plaque d'égout, de toute façon. À un moment donné, il faut bien que tu te payes des fantômes du passé. Et là, tu comprends que finalement, ta vie de couple, t'as glissé entre les mains, mais il y a aussi que là, tu réalises que tu n'as plus non plus ton frère. En fait, tu peux en parler à personne. Voilà. Donc là, je suis allée voir une première fois une psychanalyste. D'accord. Et en fait, j'étais frustrée parce qu'elle ne me parlait pas. Elle m'écoutait, et plus d'une fois, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait dans mon dos? Elle ne fait que m'écouter, mais elle ne bronche pas. Et ça m'a agacée. Je suis allée la voir 3 fois et j'ai dit, ça ne me correspond pas du tout. J'ai l'impression de parler toute seule. Donc, en fait, j'étais très frustrée. Et là, je suis tombée dans une assez grosse dépression. J'ai fait une grosse dépression qui m'a empêchée d'aller travailler pendant 6 mois. D'accord. Et là, je suis allée voir une psychiatre parce que j'avais besoin de parler et j'avais besoin d'antidépresseurs. Parce que du coup, je remettais même mon métier d'infirmière en cause. Du coup, je me suis fait violence. J'ai dit, je vais continuer mon métier d'infirmière, et c'est là que j'ai commencé le libéral. Ça t'a aidé à te reconstruire, ça, finalement, à travers ton travail? Ils m'ont sauvée. Oui. Mon travail m'a sauvée. Moi, j'ai pu
je ne vais pas dire sauver des vies, parce que j'en sauve pas. J'ai peut-être sauvé des âmes de détresse et de dépression. Mais par contre, j'ai pu faire des beaux accompagnements en fin de vie, j'ai pu faire des jolies choses. Oui. Et ça m'a permis de grandir, de m'élever psychologiquement et de percevoir vraiment la vie de façon très différente. Et de trouver ta place. Ouais, et de trouver ma place, voilà. Donc le fait finalement, la ressource aussi que tu as pu utiliser, c'est d'aller aider. Toi, de te mettre aussi au service des autres. Mais d'abord, il a fallu que je me reconstruise, donc par la psychiatre. Grâce à elle, qui était quelqu'un d'exceptionnel, grâce à elle, j'ai pu faire du libéral, j'ai pu continuer mon métier et j'ai pu avoir une perception de la vie et des choses différemment, bien sûr. Ouais. Donc, et puis après, il y a eu l'hypnose. Voilà. D'accord, ok. L'hypnose t'a aussi aidé à passer des caps ou des... À passer des caps, oui. À passer... à réussir à mettre des points et des explications. Voilà. D'accord. Et finalement, aujourd'hui, toutes ces épreuves que tu as vécues, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Quelle vision de la vie tu as maintenant? Alors, quelle vision de la vie j'ai? Je suis quand même assez... je pense que je suis quand même assez ouverte d'esprit et je suis beaucoup dans la communication. Enfin, en tout cas, j'essaye de communiquer un maximum parce que je pense que ça dédramatise beaucoup de situations et ça évite que des gens puissent s'enquister dans des non-dits ou dans des paroles qui puissent être assez violentes. Parce que des fois, on dit des mots qui outrepassent... Donc ça a changé ta façon de communiquer, ces épreuves t'ont aidé à communiquer différemment. À communiquer différemment. Vraiment être très très ouverte et puis alors il faut dire aussi que mes tatouages aussi. Est-ce que tu peux les montrer peut-être à la caméra parce que une partie un petit peu ton bras, voilà. Enfin, j'ai les deux bras, j'ai les jambes, j'ai le dos entièrement aussi. D'accord. C'est alors quand j'ai commencé à me tatouer, je me suis plus à la limite après par la suite souciée du regard de mes patients. Savoir comment ils allaient me percevoir, est-ce qu'ils allaient toujours me percevoir comme une soignante, on va dire, pas dire intègre, mais professionnelle, ou est-ce qu'on allait aussi me coller la mauvaise étiquette de la mauvaise fille, un peu, qui ne savait pas trop où elle allait planter. Alors, point de vue professionnel, je suis hyper professionnelle, je suis hyper carrée dans ce que je fais. Et en fait, quand j'ai commencé un petit peu à checker mes personnages, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que tu penses si je viens à me tatouer un bras? Comment tu vas me percevoir? Mais nous, on va te percevoir comme la personne que tu es parce que t'es adorable. Enfin voilà, ils ont commencé à me faire pas mal d'éloges et pas mal Ils ont parlé de moi, en fait. Ils ont parlé de moi, ils ont parlé de la professionnelle que je suis et que l'extérieur, c'est l'extérieur. Et en fait, ça fait du bien quand entends ça de personnes qui ont 90 ans et plus. Tu te dis, mais ma foi, ils ont bien plus ouverte que ma propre famille et ça fait du bien. Donc du coup, ça m'a permis d'être moi. Et j'ai commencé à me faire tatouer quand ma maman est décédée. Ma maman est décédée de la maladie de Charcot. D'accord. Et jusqu'au temps qu'elle était malade, en fait, j'avais commencé à faire ce bras-là en couleur. Parce que ce bras-là en couleur, ça symbolise mon côté enfantin et gourmand. Parce qu'en fait, je voulais un bras comme si c'était un enfant qui m'avait dessiné sur le bras. Et je le cachais. Pourtant, maman était malade. Et tu vois à quel point j'ai été traumatisée jusqu'au bout, jusqu'à son décès, où je cachais les choses. Voilà. Et une fois qu'elle est partie, alors là, je me suis lâchée, quoi. Et je m'éclate. Et je me sens bien dans ma peau. Et grâce au tatouage, j'arrive à me regarder dans un miroir. Parce qu'avant, les miroirs chez moi, c'était très compliqué. Voilà, maintenant les tatouages, ça me permet d'affirmer mon corps, d'affirmer ma personnalité. Et en rien, je suis une mauvaise personne. En rien, je suis une mauvaise professionnelle. En rien, je suis une mauvaise maman. Pas du tout. Je suis simplement épanouie. Et voilà, il faut arrêter les jugements par rapport au piercing, au tatouage. Et puis, on est tous... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas mal de grains de folie, ils n'osent simplement pas aller de l'avant, du peur du regard des autres. Faut se dire qu'on n'a qu'une seule vie. Le principal, c'est d'être cohérent dans ce qu'on fait, d'avoir un brin de folie dans sa tête, mais d'être sensé quand on parle de certaines choses. Super, merci beaucoup. De rien. De rien.